Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier, un journal d'observation du Fisherman's Pub pour août 2025. Et ça commence fort avec cette phrase: le pire qui puisse arriver à un anglo-saxon, c'est une interdiction de pub. Oui, bonjour. C'est une entrée en matière, disons, directe. Voilà, et ça nous met tout de suite dans l'ambiance pour examiner ce qui semble être des tensions autour de ce pub, vu par un riverain. Ce document, c'est vraiment une sorte de chronique, hein, très détaillée, presque heure par moment. Ça liste les incivilités observées, surtout la nuit. Il y a des dates, des heures, des descriptions, même un lien Reddit, c'est dire. Tout à fait. Notre but aujourd'hui, c'est donc de décortiquer un peu tout ça, comprendre ce qui s'est passé, voir s'il y a des choses qui reviennent souvent, et essayer de saisir le point de vue de la personne qui a écrit tout ça. Alors, on y va? Allons-y. Ce qui frappe tout de suite, c'est le côté très personnel, très ancré dans le local. C'est clairement le regard de quelqu'un qui vit là et qui est préoccupé. Oui, on sent que ça ne date pas d'hier. Probablement pas vu le détail. Et comme vous disiez, ça se concentre vraiment sur la nuit, souvent très tard. Ce qui, bon, cadre déjà le type de problème potentiel. Le bruit, l'agitation nocturne. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un motif qui revient tout de suite de manière assez insistante, les 2, 8, 10, 17, 30 août. Oui, Après minuit, vers 1h30, 1h45, l'observateur note qu'il y a des clients dehors. Mais, et c'est là que c'est presque obsessionnel, il précise uniquement pour fumer, pour certifier leur dépendance à la nicotine. C'est écrit comme ça. ah oui, cette formulation est précise. Et il le répète, comme pour bien marteler ce fait. Dehors, à cette heure-là, on fume, point. C'est très intéressant cette insistance. Surtout que le 17 et le 24 août, il ajoute noir sur blanc, pas de vente, pas de consommation d'alcool dehors à ces heures tardives. C'est ça. Comme s'il voulait vraiment contrer une idée reçue ou peut-être établir une ligne très claire sur ce qu'il observe objectivement. Mais alors, le 17 août, il note aussi que le terminal de paiement, il écrit Terrénial, mais on comprend, reste actif dehors. Oui, j'ai vu ça. Ça ne crée pas une petite tension. Il dit pas d'alcool dehors, mais il y a un terminal actif. Et puis, plus tard cette nuit-là, vers 1h56, il rapporte avoir entendu: as-tu trop bu? Je t'aide à rester debout. Effectivement, c'est une bonne question. Ça peut vouloir dire plusieurs choses en fait. Comme quoi? Ben, d'abord, peut-être la rigueur de l'observateur. Il note juste ce qu'il voit dehors à l'instant T. Des gens qui fument, il ne les voit pas acheter ou boire dehors à ce moment-là. D'accord. Mais l'autre épisode, la personne qu'on aide, ça suggère bien qu'il y a eu une forte consommation d'alcool, mais peut-être à l'intérieur, avant de sortir. Ah oui, c'est possible. Le document ne tranche pas vraiment, mais ça montre bien la difficulté de documenter une situation comme ça. On n'a que des bribes, et l'interprétation, elle reste ouverte. Et toujours le 17, il y a cette spéculation sur des stimulants éventuels pour expliquer comment les gens peuvent tenir toute la nuit après le boulot. Oui, ça c'est clairement une hypothèse de sa part. Il le dit lui-même, c'est une spéculation. Ça montre qu'il s'interroge, qu'il cherche des explications, mais ça reste une idée, pas un fait observé dans le journal. D'accord, je vois la nuance. Bon, mais après ça, on arrive à la nuit du 24 août. Et là, ça change de ton. Ah oui, le 24 août, c'est autre chose. Clairement, on n'est plus dans les fumeurs ou les spéculations, ça devient objectivement grave. Vers 2h17 du matin, première personne évacuée dans un état préoccupant. C'est le terme utilisé. Préoccupant, oui. C'est fort comme mot. Et détail qui a son importance, on demande à l'observateur de ne pas filmer. Voilà. Ce terme préoccupant, répété cette nuit-là, suggère quelque chose de sérieux. Oui, plus qu'une simple ivresse. L'évacuation le confirme. Et cette demande de ne pas filmer, c'est un élément à noter, effectivement. Et ça continue. Un peu plus d'une heure après, 3h25, deuxième évacuation, même description, état préoccupant, et rebelote, on lui demande d'arrêter de filmer. Encore une fois. Et entre-temps, il y a cette phrase «descend», lancée à l'observateur, donc. Ça confirme qu'il est en hauteur, sûrement depuis chez lui, et que sa présence commence à déranger en bas. Tout à fait. Ce descend, c'est très révélateur. Ça montre qu'il n'est plus juste un témoin visible. Il est perçu et perçu comme gênant par ceux qui gèrent la situation en bas. Que ce soit le staff du pub, la sécurité, on ne sait pas exactement. Et ça ne s'arrête pas là. À 3h40, il y a carrément quelqu'un allongé par terre devant le pub. Toujours état préoccupant. Ah oui, quand même. Et puis, finalement, à 3h56, la police arrive. 2 voitures, 4 agents. Et c'est là que l'observateur lâche ce commentaire assez cynique. J'espère que ce bébé reçoit suffisamment à boire. Cheers, have a cold one. On sent l'exaspération, là.
Oui, le ton change clairement. Cette nuit du 24 août, c'est le point critique du document, en termes de gravité des faits rapportés. Plusieurs évacuations, potentiellement médicales, la police qui intervient, on dépasse la simple nuisance de voisinage. Nettement. Et cette demande répétée de ne pas filmer, plus l'ordre de descendre, ça pose question. Est-ce que c'est pour contrôler l'image, une gestion de crise un peu maladroite, ou juste une réaction à ce qui est vu comme une surveillance intrusive? Difficile à dire juste avec le document, mais bon. Mais ça alimente la méfiance de l'observateur, c'est sûr. Forcément, ça renforce son sentiment d'être face à quelque chose qu'on essaye peut-être de minimiser ou de cacher. Alors on passe au 30 août, là l'observation change un peu de nature. Il note la présence d'un responsable de sécurité, décrit d'une façon assez imagée, quelqu'un qui aime embrasser les clients, qui fait de grands gestes d'affection. Oui, ce passage est important pour comprendre comment pense l'observateur. C'est ça. Parce qu'à partir de cette description, il se lance dans une interprétation beaucoup plus large. Tout à fait, cette figure du responsable affectueux, ça devient le point de départ d'une réflexion sur les relations, l'influence. Exactement. Pour l'auteur, cette familiarité, elle ne s'arrêterait pas aux clients. Il imagine que ça s'étend à la police locale, la PNR, police Nyon Région, avec cette phrase un peu étonnante. La police de proximité cherche à être proche, on se rapproche encore plus lorsqu'on s'embrasse. C'est diplomatique, une interprétation personnelle, disons. Et ça va plus loin, il évoque les politiciens, le gouvernement, même les régies immobilières comme la régie Burnier qu'il cite ailleurs. Et il fait un lien entre cette proximité et le fait de faire des cadeaux. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est moins de savoir si ces embrassades sont réelles et si elles ont vraiment cette portée, que ce que cette interprétation nous dit de l'état d'esprit de l'observateur. C'est-à-dire, C'est un mécanisme assez classique en fait. Quand quelqu'un se sent lésé, ignoré par les voies officielles, et il écrit bien que la situation dure depuis plusieurs années et qu'on ne reçoit aucune réponse de la police ou de la régie. oui, il insiste là-dessus. Alors, cette personne peut commencer à interpréter des signes du quotidien, une poignée de main, un sourire, ici des embrassades, comme des preuves de connivence, de favoritisme. Donc ce serait plus un symptôme de son sentiment d'impuissance et de manque de confiance qu'une accusation basée sur des faits précis. C'est très probable. Il voit ses excellentes relations, il mentionne le sponsoring du club de rugby comme autre exemple. Oui, le Rugby Club Nyon. Voilà. Et il compare ça au traitement supposé plus souple d'un autre bar, le Cactus.